Le chicken mug de la grand-mère de Stéphane. De ta mère? Ah, c'est les chicken mugs de ta mère. Ouais. Allez, tourne, Pépé. On y va, putain, il faut que je prenne mes vieux réflexes. Je suis rouillé. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait d'émission, mais bon, c'est normal, hein, on n'a pas fait d'émission parce que Covid, on n'a pas fait d'émission parce que très peu de films au cinéma, donc ça fait bizarre. Et puis de faire ça une fois par semaine, des coups de gueule, des coups de cœur, parler de ce que j'ai envie de parler, il faut voir que pendant les années où j'ai fait de la télé, j'étais pas forcément libre de parler de tout et n'importe quoi, je pouvais pas parler des plateformes, on essayait de pas trop parler de jeux vidéo, on n'avait pas le droit de parler de séries télé, ça faisait quand même beaucoup de choses en termes de fiction qu'il n'est pas possible d'évoquer. Donc là on est libre, on est sur internet, c'est plutôt cool, je peux dire ce que je veux, dans la limite de ne choquer personne, mais j'en choquerai même si j'ai pas l'intention de le faire, mais ça c'est le monde d'aujourd'hui, et on en parlera parce que ce que je trouve assez génial, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'avais envie de reparler de cinéma, c'est que même si le cinoche a toujours été quelque chose de très politique, c'est d'autant plus marqué aujourd'hui. Et c'est très difficile aujourd'hui de ne pas évoquer les films en dehors du contexte idéologique dans lequel ils sont pensés, parce qu'ils sont extrêmement prégnants. On aurait dû le faire avec une petite pipe. Ça aurait fait Alain Decaux raconte. Voilà, je suis à la fois content de reparler de Cinoche, et pour une grande gueule comme moi, tu vois, c'est vrai. Je me suis dit, est-ce qu'il vaut mieux que j'ouvre ma gueule ou pas? Bon, j'ai décidé que j'allais l'ouvrir. Bring it on. Don't fuck with me. Donc salut, c'est la minute Yannick Dahan, c'est moi Yannick Dahan. Salut, c'est Yannick Dahan et aujourd'hui on va parler de Suprême, le biopic sur le groupe NTM. Qu'est-ce que vous pensez de ces banlieues qui prennent feu au moment même où vous sortez votre premier disque? Faut arrêter de tout confondre les gars, nous on fait du rap, on prend des micros, on prend pas des flingues. Que peut espérer un être jeune qui vit dans un immeuble laid, avec une société qui détourne le regard? Dans un absolu, j'aurais préféré commencer avec un grand film comme James Bond, mais Suprême est intéressant aussi parce qu'il dit des choses sur la façon dont on conçoit le cinéma aujourd'hui, parce que c'est un film français, j'en ai pas souvent traité, parce que c'est un sujet qui m'est intrinsèquement lié, parce que moi j'ai grandi avec NTM, et puis en plus j'étais un fan de hip-hop, mais de la première heure, avant même qu'il y ait NTM en France, moi j'étais déjà sur Biz Markie, et, tu vois, et tous les mecs de la fin des années 70, du début des années 80, j'ai toujours aimé ça. Donc je trouvais intéressant de voir comment le monde d'aujourd'hui, et puis surtout intrigué aussi sur pourquoi faire un biopic sur NTM aujourd'hui, avec l'espoir secret qu'il y ait un sens derrière tout ça, que bon, malheureusement je n'ai pas trouvé, mais le film a aussi de vraies qualités. J'avais envie de tacler ça parce que faire un film sur NTM aujourd'hui, c'est censé être faire un film sur ce qui s'est passé aussi depuis, même si ce n'est pas dit ouvertement. Suprême, donc film français qui a été réalisé par Audrey Estrogout, si je me trompe pas, et qui est une jeune réalisatrice, enfin jeune, je sais pas son âge, mais qui avait fait La Taularde, qui avait réalisé quelques épisodes de la série Héroïne, qui avait fait, d'ailleurs c'est ça qui l'a amené à faire le biopic sur NTM, qui avait fait un documentaire sur IAM. Je suis un peu, comme je disais toujours avant, je suis un peu mi-figue, mi-raisin sur Suprême. Mais je veux pas être trop dur parce que c'est déjà extrêmement difficile de faire un biopic. Pourquoi c'est difficile? Parce que très souvent, un biopic, c'est encapsuler une vie entière, à la fois dans le parcours du personnage, mais dans la façon dont ça résonne avec son contexte, avec son histoire. Et ça doit être probablement la première fois que moi je vois un film français où je suis presque plus bluffé par la mise en scène, en tout cas par des intentions de mise en scène, tout n'est pas réussi, que par son scénario. Tu vas me dire, le premier film français qui pourrait être pas super bien écrit ou quoi que ce soit, mais même sur des films français que j'avais vraiment adorés, comme L'Exercice de l'État, qui est un scénario que j'adore, avec des ambitions de mise en scène par moments intéressantes, mais qui avait toujours un peu cette espèce de formalisme naturaliste français qui me saoule, et dans lequel même Verhoeven a été piégé quand il avait fait Elle. Dans celui-là, tout de suite, il y a une forme qui est
qui est moderne, qui est intéressante. Moi, ce que j'aime dans le film, c'est sa lumière, c'est son casting, c'est l'énergie qu'elle met là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça on reviendra sur le scénario un peu plus tard, mais ce qui est intéressant dans Suprême, c'est que ça oscille entre une espèce de cinoche qui se voudrait cinoche d'écorché vif un petit peu, c'est-à-dire cinéma qui épouse les corps, cinéma qui est dans l'énergie, qui est dans le mouvement, la confrontation, le liant, et tout ça est extrêmement bien fait. Moi, je trouve dans le film, il y a une très belle lumière, les scènes musicales où ça chante, cette scène sur le concert où la caméra est tout le temps en train de basculer de la scène vers le public. Il y a cette énergie en permanence qui fait que, malgré tous les défauts que peut avoir le film en termes scénaristiques, il a une mise en scène qui le rend, moi je trouve, captivant, qui le rend très agréable à regarder, et très intéressant. Pourquoi ? Parce que il y a malgré tout des velléités. Alors c'est compliqué parce que mise en scène et scénar sont intrinsèquement liés, bien évidemment, et ce film, il a toute cette problématique de ses forces sont ses faiblesses et ses faiblesses sont ses forces. La nana, elle s'autorise aussi de vrais cadres mythologiques, mais des cadres que nous, on a toujours adorés dans le cinéma américain, dans un cinéma de genre qui est beaucoup plus mythologique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle arrive à créer des cadres mythologiques de temps en temps, des plans à double lecture. Je pense à des choses toutes simples. Je vois rarement, moi, dans un film français, un travelling qui suit un personnage en contre-plongée, tu vois, avec les bâtiments, l'urbanité derrière, ce truc très hongkongais, américain, qu'on voit pas souvent dans les films français. Cette scène où ils font leur premier concert improvisé, ils ont été rejetés d'une salle, donc ils improvisent ça au milieu de la banlieue, et puis elle te fait une espèce de long plan séquence comme ça, où ils sont en train de chanter autour d'une dizaine de mecs, et puis la caméra recule, et d'autres mecs viennent se greffer, puis les voitures viennent tourner autour, et puis ça monte, et puis finalement t'as la police qui arrive. Donc tout ça est un plan que j'appelle mythologique entre guillemets, mais je veux dire c'est un plan à sens, c'est un plan qui est posé, qui est cadré, qui est pour une fois pas dans cette espèce d'immédiateté de côté écorché vif et tout ça. Les plus belles scènes pour moi dans le film, elles sont même pas, c'est pas les scènes sur NTM, c'est pas les scènes sur les concerts, c'est Joey Starr qui arrive pour l'anniversaire de son père de manière un peu brutale, qui se met à danser et qui se fait bâcher par son père devant tout le monde. Elle est hyper intense émotionnellement, cette scène. Elle marche super bien, comme les scènes suivantes, en fait, où il vient voir son père, il essaye de gagner sa fierté, il essaye de gagner son attention, et chaque fois, il se fait bâcher. Donc, je peux pas balayer le film du revers de la main sous le prétexte qu'on va évoquer d'une absence de mise en perspective assez globale, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a la vie dedans, parce qu'on a une réalisatrice qui sait filmer, malgré tout, et qui s'arrange dans chacune des petites scènes d'avoir une espèce de point de vue et rythmique et scénographique sur ce qu'elle est en train de filmer, qui dirige mais super bien ses acteurs. La nana, c'est une vraie directrice d'acteurs. Le Théo Christine qui joue Joey Starr, Sandor Funtek, ou Funtek, je sais pas comment on dit, qui fait... alors lui, il est monumental. C'est-à-dire que moi, j'ai vu le mec, je dis, c'est cool chaîne, quoi. Mais c'est vraiment cool chaîne. Le mec, il est super fort. Et donc, tout ça fait que le film est plutôt plaisant à regarder. Tu t'ennuies pas, tu regardes tout ça. Maintenant, comme tu l'as dit, il y a un problème de perspective. C'est-à-dire, la complexité d'un biopic, c'est gérer sa temporalité. C'est gérer les événements que tu racontes, c'est gérer tes ellipses, c'est aller comprendre ce qui est contextuellement et dans l'intimité du personnage va être des points clés et des articulations que tu vas pouvoir lier. Et très souvent, on a un problème de liant dans les biographies. C'est rare les types qui réussissent à faire des trucs où c'est comme ça. Moi, le dernier souvenir que j'ai en France, c'est le Clo-Clo de Syrie où vraiment tout y était. C'est-à-dire, il a réussi à faire un acting de folie, une mise en scène de folie, une thématique de folie, un scénario qui était où en fait tout était extrêmement lié. Ici, la puissance de l'émotion qu'il a, t'as l'impression qu'elle s'intéresse plus à la réaction émotionnelle des personnages aux événements que la façon dont je vais traiter les événements eux-mêmes, qui eux sont quelque part balayés sur cet autel-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a vraiment ce côté... en 2 minutes, on voit qu'ils font 2-3 morceaux, en 3 minutes, ils sont embarqués sur un concert. Enfin, tout passe super vite. Et par contre, elle va prendre du temps sur la réaction émotionnelle au conflit, aux problématiques. Moi, je trouve ça intéressant si ça avait été une fiction, entre guillemets, sur 2 jeunes types
qui viennent de banlieue, qui n'ont pas d'avenir déjà tout tracé, et qui, un peu malgré eux, vont faire de la musique. Ok, super sujet, tu peux rester près des corps, tu peux rester près d'eux, sauf qu'on parle d'NTM. Donc on parle pas que d'un groupe de musique, on parle de pas n'importe quel groupe, pas n'importe quelle époque, pas de n'importe quelle histoire. NTM, c'est pas simplement l'émergence du hip-hop qui était encore embryonnaire à ce moment-là, c'est la prise de conscience d'une problématique dans les banlieues, c'est la récupération politico-médiatique qu'il y a derrière, c'est énormément de choses dans un contexte assez complexe, assez idéalisé depuis par certains, mais qui était aussi très conflictuel. Et ça, c'est quasi inexistant dans le film. Les images d'archives, alors petite interview de Mitterrand au début, quelques images d'émeutes à la fin, bon, c'est un peu léger. On va revenir sur l'éternel, l'intention ne fait pas un film, mais une bonne intention ne fait pas forcément un bon résultat. Certes, mais la réalisatrice a quand même, de temps en temps, quelques plans où tu sens cette volonté. J'allais dire cette velléité, non, mais c'est cette volonté, sauf que ça passe beaucoup trop en toile de fond. Tu vois, c'est ce plan de Joey Starr, qui a commencé un petit peu à marcher, et qui revient dans son quartier, si tu veux, et qui traverse, et que tu vois en arrière-plan des actes de violence, et il regarde ça. C'est intéressant. Il y a cette volonté de traduire quelque chose, mais ça passe hyper vite. Le vrai problème aussi par rapport à la notion de biopic, c'est que tu te dis, et moi je trouvais ça plutôt malin au départ, c'est tellement riche la vie d'une personne ou la vie d'un groupe, que l'idée de te dire je ne vais raconter que les 3 premières années, super. Donc moi je me disais, tu ne racontes que les 3 premières années, donc tu as le temps pour contextualiser, tu as le temps pour mettre en exergue des problématiques politico, historiques, sociales, et elle ne le fait pas. Et c'est ça qui est quand même extrêmement frustrant, c'est qu'au final, tu regardes le scénar, même si quelques plans disent des choses, stricto sensu, tu as l'impression de voir la fiche Wikipédia qu'on te raconte et que tout le monde connaît déjà. C'est pas aussi inoffensif qu'un Straight Out of Compton, qui était vraiment une hagiographie totale, mais il y a une espèce de peur et de déférence qui en fait qu'on en reste à des choses basiques, tu vois, en termes narratifs. Ce que je veux dire, c'est que il manque une mise en perspective. Il n'y a aucune mise en perspective. C'est ça qui est chiant. Et tu peux pas simplement te satisfaire de quelques plans d'émeute à la fin pour dire, grosso modo, rien n'a changé de la situation des banlieues. Mais c'est plus que ça. Là, on ne parle pas que de NTM et on ne parle pas que de la situation explosive des banlieues. Tout doit être intrinsèquement lié, l'un étant le prisme à travers lequel on analyse le reste. Ça va, mec, ça va, on va pas se prendre la tête, quoi. Moi, la vraie question fondamentale sur Suprême, c'est se dire, quel intérêt de faire NTM aujourd'hui si ce n'est pas pour faire une mise en perspective? C'est ça que moi, j'ai du mal à capter. Tu pouvais ne serait-ce qu'avoir une espèce de pirouette finale. Tu vois, le plan final de Gangs of New York, où on te montre la barbarie des migrants qui se foutent entre eux, et où en un plan, à la fin, on voit que la ville est construite sur ce terreau-là. Donc, ce plan-là, il est porteur de sens. Là, on n'a pas ça. J'ai même pas un plan à la fin qui peut jouer de cette ambiguïté sur ce que représente ce groupe, ce qu'a représenté ce groupe pour beaucoup de gens, et ce qu'il a pu devenir, au-delà du constat de dire que le problème de banlieue, il est toujours là. Oui, merci, on le sait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il manque ça. Il manque non seulement une contextualisation, mais surtout une vraie réflexion en sous-texte sur les évolutions de la France, les évolutions du hip-hop, les évolutions de ce que signifiait l'émergence quand même fulgurante de ce groupe. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils ont été étendards à un moment donné d'une prise de conscience d'une réalité, d'une génération, d'une nouvelle forme culturelle qui avait quelque chose à dire. Et tout ça, ça n'est jamais véritablement évoqué. Ou alors de manière tellement légère que ça passe comme ça. On est beaucoup plus sur Joey Starr, j'ai presque envie de te dire, ce qui est légitime d'ailleurs, hein, parce que c'est un peu l'histoire malheureuse du groupe, c'est que peut-être que le plus intéressant, le plus créatif, le plus brillant, c'était Cool Chain, en termes d'écriture de texte, en termes de travail, en termes de tout ça. Et ça, le film te le fait ressentir. Parce que j'ai vu que le film a été pas mal critiqué sur le fait qu'on s'intéressait qu'à Joey Starr et que tu as très peu de caractérisation au final de Cool Chain. Tu vois, tu connais pas son histoire, tu apprends juste que son père travaille sur des chantiers, ça s'arrête là, quoi, tu vois. Mais en même temps, médiatiquement, c'est l'histoire d'NTM aussi. C'est Joey Starr, tu vois, c'est le faire-valoir de Joey Starr qu'on a sorti comme étant le jaguar, l'animal, tu vois, et qui fait perdre un petit peu ce personnage-là. Mais dans un récit comme ça aurait été intéressant de creuser le truc, même si on le ressent, tu vois. Mais le vrai problème, il n'est pas là. Moi, je trouve qu'au niveau des personnages, tout ça marche plutôt pas mal. C'est cette contextualisation, c'est
ce manque de mise en perspective, ce manque de recul, ce manque de sens, ce manque de thématique qui en ressort et qui rend le film vain. Et c'est pour ça que je le trouve assez symptomatique aussi du cinéma d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un cinéma qui est en permanence dans une espèce de vision nostalgico-idéaliste de grands mythes du passé. Et l'air de rien, NTM est un mythe du hip-hop français. C'est devenu un mythe du hip-hop français. Et plutôt qu'aller l'explorer dans sa véritable singularité. Putain, tu fais un film sur NTM aujourd'hui, quoi. T'as envie que ça fasse mal, t'as envie que ça soit contestataire, t'as envie que ça soit un caillou dans une chaussure, t'as envie de dire des trucs que le monde d'aujourd'hui ne veut plus entendre. Mais ça n'est jamais fait. Donc on se retrouve avec un film mignon. C'est ce qui est terrible. C'est à la limite, c'est la pire critique que tu peux faire de Suprême. C'est dire que c'est un film inoffensif et mignon. Et moi, le problème, c'est que c'est ça. C'est agréable à regarder, c'est bien joué, c'est bien filmé, mais c'est cul la praline par rapport à son sujet, quoi. Son sujet, c'est quand même des mecs qui te font ça, quoi, qui te gueulent et qui disent « Putain de merde ! Oh, on existe, on est là, vous foutez quoi? Et réveillez-vous, sinon on va foutre le feu, quoi !» Et ça, je le sens pas, moi, dans le truc. Je m'emballe un peu, je m'emballe. Je pense que le film, il serait presque plus fait pour des gens qui ne connaissent rien à NTM, mais qui, de facto, je vois pas l'intérêt qu'ils iraient à aller voir un film sur le hip-hop, et il peut pas satisfaire les fans du groupe ou les fans de hip-hop de par son espèce d'édulcoration générale. Donc j'ai envie de dire, oui, voyez, vous pouvez aller voir Suprême, mais presque prenez-le comme une espèce de, voilà, d'instantané d'une époque sur quelques personnages, et surtout pas un film fondamentalement sur NTM. Il y a cette espèce de truc aujourd'hui de vilipender, pour un monde qui se prétend inclusif, ou qui voudrait être inclusif, on vilipende des formes de différence, on vilipende les transgressions, on vilipende les provocations, on vilipende les haines et les violences. Vous n'aurez pas ma haine, vous n'aurez pas si... Mais dans ce cas-là, tout ce qui est constitutif de plein d'éléments de notre histoire, et qui ont fait que les choses ont évolué, ont avancé, ont fait kiffer les gens, c'est aussi parce que ça cassait des codes, parce que ça cassait des idéologies, ça cassait des croyances, ça cassait des systèmes. Donc si tu fais ça, mais que tu casses rien, et que tu dis juste, ces deux gars sympas, regarde, ils sont gentils, puis ils font de la musique, c'est cool. C'est le monde d'aujourd'hui. C'est le monde du contenu, c'est plus le monde du cinéma. C'est-à-dire qu'on te fait des choses qui te caressent dans le sens du poil. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme avec James Bond, on te donne ce qu'on pense que tu aimerais voir. Tu vois, c'est comme des formes d'hommage. Donc tu as toujours ce petit « Oh, regardez, ils étaient géniaux, c'était cool, ah, quelle belle époque, quelle ci, quelle ça », mais on te dit pas pourquoi ce truc-là, il avait un sens à cette époque-là. Donc on en oublie la substantifique moelle, vraiment, et on fait de la vitrine. Moi je dis, on boucle comme ça. Bon, la minute Yannick Dahan, c'est la première, il faut nous pardonner, c'est un petit peu le bordel, c'est un peu chaotique. C'est terminé, vous pouvez nous retrouver donc apparemment tous les lundis sur la chaîne Capture Mag sur YouTube et sur plein de plateformes podcast. Et si vous voulez savoir tous les détails, apparemment il faut lire la description qui est en dessous de la vidéo. Voilà, bravo, merci. Et c'est la seule et unique fois que je le ferai parce que je suis pas un vendeur de tapis et ça me casse les couilles de faire ça. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission qui sera consacrée à la sortie en Blu-ray de Hold de M. Night Shyamalan, qui a été bâché un peu vite alors qu'il mérite vraiment qu'on s'y intéresse de plus près. Voilà, alors à la semaine prochaine. Ciao.